C'est parti pour le crypto hebdo de la semaine. On va parler craquage, cramage et maître du trading. Dogecoin, Binance Coin, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin, Ultra, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Binance Coin. Wow. Jusqu'ici, tout allait bien, on était dans une phase de bull run, un marché très optimiste, matérialisé par des tendances haussières, avec quand même quelques petits soupçons d'inquiétude à partir de la fin de la semaine dernière. Globalement, c'est très compliqué de le payer maintenant. Enfin, c'est même pas compliqué, c'est que je vois pas trop l'intérêt. Ok, on est optimiste, il n'y a pas de problème. Peut-être que ça va continuer à monter comme ça, doucement, doucement. Donc, pour rebondir à Onizuki, on est dans un piège acheteur. Potentiellement oui. Et comme tu le sais probablement, on a continué à travailler sur des phases de rattrapage, privilégier les cryptos qui n'étaient pas dans des phases exponentielles avec un timing dégueulasse, en mode FOMO, d'être beaucoup plus rigoureux sur ses prises de position et surtout sur la gestion de ses positions, de bien alléger, de sécuriser lorsqu'on avait des pumps, des petites accélérations haussières de l'ordre de 8 à 10% pour continuer à garder la main sur son trading. Payer les trucs qui ont fait x2, x3, x4, x6, qui ne se replient jamais, pour moi c'est du FOMO. Je ne paye pas Cardano sur des accélérations haussières à partir de maintenant, c'est hors de question. Voilà. Après c'est un choix, je me trompe peut-être qu'elle va faire x12 à partir de maintenant en ligne droite. Et bah tant pis. On était sur beaucoup de cryptos dans des situations graphiques complètement exponentielles, malgré le fait d'ailleurs qu'on soit pas tout à fait dans une phase d'euphorie. Sauf que le timing était complètement pourri, absolument aucun repli. C'est là que se pose la question du ratio potentiel sur risque, parce que lorsqu'on entre en position, on essaye toujours d'estimer le risque pour éviter les mauvaises surprises. Ce qu'on a eu, on le redoutait, mais pas quand même de manière aussi violente. On sait ce que ça a donné en avril et en mai où l'euphorie était à son apogée. On est en train de revenir à peu près sur les mêmes niveaux, en tout cas selon cet indicateur. Gaffe au levier, parce que je vois quand même passer beaucoup de messages, oui, tac, je paye, bim, levier 20, je prends 200% dans la journée. Parce que dès qu'on clique et que ça prend pas 15% dans la journée, attention à pas baliser. Parce que les replis de 30, 40%, voire peut-être même plus qu'on a connu, ça va réarriver à nouveau, hein. Réarriver de nouveau n'existant pas. Et avec tout ce levier qu'on commençait à voir partout, et le drame a eu lieu avec des liquidations de positions surexposées. Ce qu'il ne fallait absolument pas, c'est passer à une euphorie extrême pour ne pas derrière passer en panique extrême. Parce que dès que le marché après consolide de 2-3%, tout de suite, débouclage de position, appel de marge, les brokers coupent les positions pour éviter les comptes négatifs. Du coup, ça entraîne le voisin qui est aussi surexposé en effet de levier max. Et au lieu de provoquer simplement des replis de 5-6%, en fait, ça provoque des replis de 20-30%. Bref, on va pas refaire l'histoire. J'espère en tout cas que vous avez été suffisamment informés et rigoureux en amont pour éviter de vous faire arracher. Si c'est le cas, que ça serve de leçon, en espérant que ce soit pas sur des gros comptes. Et si vous faites partie des plus modérés, vous avez suggéré votre exposition, faut aussi retenir la leçon. C'est pas que des erreurs qu'on apprend, c'est aussi des réussites. En tout cas, le fait d'avoir évité le pire, c'est quand même un apprentissage énorme. Que cet épisode soit gravé à jamais et vous comprenez maintenant l'intérêt d'être rigoureux sur certaines phases de marché vraiment très importantes et que peut-être certains ont eu la frustration de dire « Ah bah oui, mais du coup j'ai allégé, je suis plus dedans, machin, et si jamais ça va to the moon », de se faire sortir raisonnablement avec des réajustements de stock. Faut savoir que 3 milliards de dollars de positions ont été débouclés, liquidés suite à une exposition trop importante et sur une seule journée. Alors sur Solana, ça a été quand même particulier parce que c'était vraiment le double arrachage. Les shorts se sont fait éclater, 57 millions de dollars de positions clôturées, liquidées, alors que sur les positions acheteuses, les positions longues, 53 millions de dollars. C'était la lessiveuse dans les deux sens. Entre ceux qui shortaient et essayaient de trouver le point haut parce que ça avait beaucoup monté, donc forcément, si ça a beaucoup monté, il y a plus de chances que ça baisse plus. Donc en fait, bah non. Et ceux qui sont mis en levier max tout en haut et qui sont fait arracher au moindre repli pour finalement d'ailleurs, Solana a fait derrière des nouveaux records historiques, un truc de ouf. Sur Cardano, et on va pas toutes les faire, c'était les liquidations sur des positions acheteuses. Ce phénomène est arrivé pile le jour où Salvador, on en a déjà parlé, a lancé son programme sur le Bitcoin. Et disons que la journée a commencé à faire mal. Mais ils se sont pas laissés démonter. Ils se sont dit, bon, du coup là on a un discount quelques heures après. Bah on va peut-être en profiter pour recharger la mule. Donc du coup ils ont renforcé leur exposition sur le Bitcoin. Autrement dit, buy the dip. Sur la capitalisation totale, on a perdu 25%. Grosso modo, les cryptos ont perdu entre 20 et 30 ou 40%. Ça dépend desquels. On est revenu ici en
rouge sur la MM50 Daily. On a titillé 50% de retracement de toute cette vague haussière qu'on a connue depuis la fin du mois de juillet. Donc, pour le moment, la dynamique reste haussière, même si clairement, à court terme, on a une petite pression baissière. Donc, faudra rapidement repasser au-dessus de cette zone bleue qui correspond notamment à la MM20 Daily, mais surtout au rebond qui a été réalisé juste après le flash crash. En fait, ça s'est boité, puis derrière, petite phase d'aspiration, puis là on est un peu en phase de latérisation, on sait pas trop. Faudra qu'on repasse juste au-dessus des plus hauts du rebond qu'on a eu pour respirer un petit peu. Le Bitcoin, lui, a réintégré son range, et si on prend du recul, on voit que les 44 000 $, pour le moment, ça correspond à plusieurs éléments. Les plus bas du mois de février, la MM50 Daily, là aussi en rouge. Les plus bas du range qui avait été construit tout au long du mois d'août. Tant qu'on reste au-dessus des 44 000 $, pour le moment, ça va. Ça peut pas être la fête du slip tous les jours. L'Ethereum, lui, surperforme encore. Il n'a pas réintégré son range. Preuve de sa force. D'ailleurs, faisons une petite parenthèse. Demandons l'avis du géant britannique, ils l'ont partagé sans forcément qu'on le demande, mais bon, prenons l'avis de Standard Chartered, qui est beaucoup plus favorable sur l'Ethereum que sur le Bitcoin. Il vise x10 sur l'Ethereum, x3 seulement sur le Bitcoin. Son argument, et d'ailleurs t'en connais quand même quelques-uns normalement, c'est relativement simple, l'Ethereum s'apparente plutôt à un marché financier, permettant des transactions, des prêts, des assurances, etc. etc. Bref, c'est le principe des smart contracts. Alors qu'il considère le Bitcoin plutôt comme une monnaie. C'est d'ailleurs le cas, avec du coup beaucoup moins d'utilisation concrète. Bref, pour lui, c'est direction flipping. L'Ethereum va rattraper le Bitcoin à un moment donné en termes de capitalisation. Cible entre 26 000 et 30 000 $ sur l'Ethereum. Et ça, c'est ce qu'on appelle plutôt du mouillage de maillot quand même. Autre raison de la force de l'Ethereum par rapport au Bitcoin, et là cette fois, eCoin Matrix. Ethereum est un processus de transition vers le Proof of Stake, ce qui permet de générer du rendement, et un certain nombre de ce qu'on appelle des gros poissons accumulent probablement de l'Ethereum pour vivre de ces rendements, et ce, dans une optique de moyen ou de long terme. Tout ce qui est défi devient plus mature, donc ça attire forcément des nouveaux entrants, et les NFT sont de plus en plus faciles à appréhender. Bref, des tendances qui sont durables, et qui du coup pourraient amener à faire progresser les cours de l'Ethereum à long terme. Après ce qui s'est passé, parce que bon, le passé c'est bien gentil, mais ce qui nous intéresse c'est peut-être aussi maintenant, ce qu'on peut faire. Si on est optimiste sur le marché, ce qui est d'ailleurs mon cas, notre cas de l'ensemble de l'équipe, comme on l'a vu, on reste dans des tendances haussières matérialisées par des MM50 Daily qui restent intactes, et d'ailleurs je t'en donne ici quelques-unes à l'écran. Tu as ici par exemple la capitalisation totale, le Bitcoin, le Litecoin, DOT, BCH et j'en passe. Pour beaucoup d'entre elles, on est encore dans des dynamiques haussières. Continuer à travailler avec ce type de fonctionnement, surtout et d'autant plus si on est dans un marché de range comme ça pendant un moment. Une fois qu'on travaille à l'achat et qu'on a des rebonds de 5, 8, 10%, alléger, sécuriser et peut-être recommencer si le marché nous donne l'opportunité d'avoir des nouveaux plus bas. Et comme l'a dit Rodolphe, et je le rejoins à 100%, s'exposer sur les niveaux actuels de 30-40% si bien évidemment on a travaillé comme on en a parlé ensemble pour pouvoir être dans le train sur des niveaux importants, au moins sur des unités de temps daily, parce qu'on n'est pas certain du tout qu'on retrouve les plus bas hebdomadaires qu'on avait réalisés cet été. Tu te souviens, entre le mois de juin et le mois de juillet. Et pourquoi 30-40% et pas plus? Parce que ça nous évite d'être pieds et mains liés là, maintenant, tout de suite, parce que on est sûr de rien. Mais on estime que c'est quand même une opportunité de rentrer sur le marché dans des points quand même intéressants à moyen terme. On garde la main, et si on fait des nouveaux plus bas, ça nous permettra de rentrer sur des niveaux beaucoup plus importants, quand bien même on aura une pression baissière qui s'installe en daily. Alors, comment aborder ce sujet bordel! Pas de levier! Il n'y a pas de « oui, je prévois d'acheter une baraque à l'avance parce que de toute façon, ça va aller to the moon, machin ». Non, ça, c'est pas possible. Je pense que le sujet est clos. J'espère en tout cas, si vous étiez en levier, et que vous avez compris. Et que, si c'était pas le cas, que vous avez compris qu'il fallait pas l'être. Oui, c'est un thème un peu bizarre, tu vas comprendre. Pour effacer cet épisode de flash crash, de cette pression baissière qu'on a à court terme, il faudra donc repasser au-dessus des MM20 Daily. Et surtout, ne pas s'installer en dessous des fameuses MM50 Daily, en rouge. Parce que sinon, ce qui est tout à fait d'ailleurs possible, ah oui, on n'est jamais sûr de rien, on risque d'avoir une grosse période de range toute pourrie, oui on peut le dire, de plusieurs mois. Alors là,
c'est la merde. Donc, si on part de ce principe, quel est l'intérêt de s'exposer maintenant à 100% alors que peut-être on aurait des opportunités, peut-être 20-30% encore plus bas par rapport au cours actuel? Est-ce que c'est impossible de revoir les plus bas de cet été? No. Est-ce qu'on va aller direct to the moon, là maintenant tout de suite après ce qu'on a vécu? Probablement pas. Donc, restons factuels. Positif ou négatif, d'ailleurs si tu fais partie des négatifs ça va à zéro, hein, comme Paulson, hein, comme on l'a vu mercredi dernier, on l'a vu, ouais. Il vise zéro lui, même s'il est pas short. Dommage d'ailleurs, hein, parce que ça aurait été pas mal. Là. Et, d'où le titre de ce paragraphe, que ton portefeuille reflète ce que tu penses du marché, ta vision de marché, et en phase avec les éléments techniques ou autres que nous donne le marché. Si tu penses que fondamentalement rien n'a changé et que c'est juste des liquidations de position, bah que t'es déjà à l'achat et que de toute façon tu couperas jamais de ta life, bon bah c'est sûr que pas trop de questions à se poser. Donc, si tu essayes simplement de suivre les flux de marché, tu as quelques éléments que je t'ai partagés par exemple dans cette vidéo ou qu'on partage sur IVT. Le meilleur moyen de se souvenir de ce qu'on pense, hein, c'est de l'écrire sur un bloc-notes avec un stylo. Ça généralement ça rentre et on est beaucoup plus serein. Préparer les plans. Hein, ça j'en parle souvent, mais preuve en est. J'ai envoyé ça il y a 1 semaine et demie par exemple sur le Bitcoin, on me prenait pour un malade, voire d'ailleurs on se disait mais le mec il veut acheter en swing à 43 800 le Bitcoin. On est en train de péter les 50 000. Mais qu'il est con. Mais qu'il est con. Bon bah, on a fait 43 800 un petit peu en dessous et derrière ça a pris 8%. Pile poil sur le gros niveau. Donc, preuve en est que ça peut marcher quand même des fois. Hein, que surtout la patience ça paye. Et surtout, ça permet d'être plus direct lorsqu'on a des phases de panique, des phases d'euphorie, des phases de pic de volatilité, de savoir quoi faire à un instant T plutôt que d'être là, j'y vais pas, peut-être que en fait ça baisse, ça monte, tac tac tac, je clique dans tous les sens. Bref, tu as compris, préparer les plans, je pense que des fois ça peut servir quand même à quelque chose. Preuve aussi que, après ce qu'on a vécu, que louper un mouvement, finalement c'est pas si grave que ça peut se transformer en FOMO, être trop relâché, ça peut faire mal. Et même si le voisin, il publie son truc où il dit oui, moi j'ai fait x1000, x20 000, j'ai pris 400% dans la journée, ça on s'en fout. Ce qui compte, c'est ton portefeuille à moyen terme. À long terme, ce que tu es en train de construire, ta façon d'intervenir sur le marché, la sérénité aussi face à ce type de phase-là, parce que comme tu l'as vu, le fait d'alléger finalement de moitié sur des phases d'accélération de 5, 8, 10% et de se faire stopper même si on sort pas au point haut. D'ailleurs, moi je suis absolument pas sorti sur le point haut, hein, et ça peut être une frustration de dire ah merde, du coup peut-être que j'aurais pu machin renforcer et tout. Tac, t'as toutes les positions qui sautent, t'es cash sur ton portefeuille que tu alloues dans une optique de trading, voire d'ailleurs de moyen terme, tu as de la disponibilité, tu arrives sur les gros niveaux de plan que tu as préparé, t'y vas, sans levier, et puis après ça reste le risque du marché, hein, le potentiel que tu estimes sur ces niveaux-là par rapport au risque que tu prends. Le but de tout ça, de cette vidéo, c'était pas forcément de donner des leçons, donner mon avis dans ce type de phase de marché, de prendre toujours du recul sur des unités temps daily, weekly, mais ça, bon, je pense que si t'es là, c'est que je pense qu'à un moment donné, tu l'as saisi. Donner aussi du courage à ceux, peut-être qui ont échoué dans cette période. Il faut absolument tirer leçon des enseignements que nous a donné cette phase de marché, que vous en soyez sortis ou pas. Et globalement, fondamentalement, a priori, il n'y a pas d'impact pour le moment là à moyen terme. Donc, on y va effectivement modérément. En tout cas, c'est ma stratégie, c'est notre stratégie sur IVT. Et puis d'ailleurs, on va terminer sur une note positive, hein, pas forcément la mienne, pas forcément la nôtre, hein, sur ce que j'appellerais d'ailleurs le carnet de bord de Bloomberg, qui lui aussi est à fond sur l'Ethereum. Il estime d'ailleurs même, alors là c'est plus que du mouillage, que la capitalisation de l'Ethereum va dépasser celle du Bitcoin avant fin 2022. C'est pas très loin. Hein. Avec une trajectoire, alors je sais pas trop comment ils ont anticipé ça, d'ailleurs je te mets tout le détail de son PDF dans la description si tu veux creuser un petit peu plus. Le croisement de la trajectoire Ethereum-Bitcoin, plutôt 2023. Deuxième chose, je traduis in French, hein. Nous voyons que le marché des crypto-monnaies est plus susceptible de reprendre sa trajectoire ascendante que de tomber en dessous des plus bas du deuxième trimestre. Ça ferait plaisir quand même. Et bon, je vais pas toutes les faire, hein, parce que tu liras après dans la description. Nous pensons que le Bitcoin représente l'avenir numérique. Et oui, la première crypto a peut-être résolu le problème séculaire d'un actif de réserve mondiale facilement transportable et échangeable dont le prix peut être déterminé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, bon, ce qui est un peu chiant parce que du coup samedi, dimanche, on est obligé d'être devant les écrans, mais bon, qui est relativement rare et qui n'est pas la responsabilité ou le projet de personne, c'est la
Liberté. La liberté, non, je suis pas sûr que ce soit vraiment le terme, mais bon. L'autonomie, personne ne peut le contrôler comme les banques centrales qui injectent à foison des milliers de liquidités pour contrôler le marché. Parce que j'ai aussi vu certaines théories du complot que en fait, toutes les liquidations qui a eu lieu, en fait, c'est les brokers qui font exprès du coup de se mettre en face des positions, d'accepter les leviers 20 parce que derrière du coup ils se gavent, machin et tout. Ouais, enfin en même temps, tu sais, c'est comme quand t'achètes un paquet de clopes, hein. Alors il y a écrit en gros fumer tue. Même si a priori tout le monde a l'information que ça tue. D'ailleurs, on devrait mettre un truc levier tue. Tu vois, quand tu cliques sur levier supérieur à 1, levier tue. Et dès que tu es au-dessus de levier 10, attention, tu vas cramer ton compte à un moment donné. Courage à tous dans cette période. C'est peut-être l'opportunité de re-rentrer sur des niveaux clés pour la fin de cette année 2021, mais de façon modérée. Merci encore pour vos likes et je vous dis à très vite. Ciao!